on est un peu fébrile. On s'est dit, il Ouais. faut quand même Et non, trouver. la vraie raison, c'est qu'on n'était pas sûr par rapport à Fabrice, qui a encore un peu de mal. Il était encore au Minitel la semaine dernière. On s'est dit, Non, on va avoir du mal à se connecter. me- Alors, on va y aller en avance. Monsieur Mirablon, ça n'a pas commencé. Ça n'a Mais pas c'est pas commencé. grave, Hein. je vanne, j'en profite de vanner maintenant parce que je sens Ouais, qu'après, Van ça va être. maintenant. Parce que du coup, tout à l'heure, ils vont être plus nombreux. Tu vas moins faire le malin là. Bon, c'est chouette en tous les cas. Bah, écoutez, on est content là que vous soyez avec nous. On pensait être que tous les deux et du coup, on est un petit peu plus que tous les deux. Donc, ça va être Là, c'est sympa, vrai. j'espère. Hein, on est allé assez haut. Oui, oui, j'avoue que 300, combien? 358 inscrits, c'est juste incroyable. Alors, Euh, pour être tout à fait précis, du coup, on est à 361. Ah, Ben, merci beaucoup d'être présent pour voir bah, deux acheteurs échanger sur la fonction achat. C'est vraiment génial. Autant de participants pour parler des achats, c'est juste incroyable. Je sais que je me répète, mais pour moi, c'est complètement fou. Et voilà, tout d'abord, merci à tous d'être présents. Je laisse bon, le bah oui, mot à Fabrice. voilà, merci. C'est vrai que, alors, on va parler d'achat. Bon, du coup, il y a sûrement d'autres sujets en ce moment, mais on avait envie de parler d'achat. On va vous expliquer aussi un petit peu avec Quentin pourquoi on a décidé de créer ce webinaire. Mais peut-être, moi, j'aimerais bien, juste avant qu'on démarre, tiens, on n'en avait pas parlé, mais parce que là, on voit des prénoms, on voit des bonjours, on voit des saluts, on voit des petits clins d'œil. Donc, c'est vraiment, c'est très chouette. Mais C'est sympa, on c'est aimerait convivial, ouais. on aimerait savoir où vous êtes, là, pour savoir qui est le plus loin. Alors, Quentin, toi, tu es au Luxembourg. Ouais, moi c'est ça. Je suis au Luxembourg. Il y a Marc-Antoine qui est à Lyon. Voilà. Oh, on a Maroc, Et, excellent. et moi, du coup, je suis à Lyon. Donc, du coup, on va dire qui est le plus loin d'entre nous deux. Donc, entre nous deux, ça va être aller Paris. On va remettre Paris au centre. Région parisienne, pas terrible. Saint-Étienne, j'adore. Je suis stéphanois, donc ça, c'est cool. Mhm. Bordeaux, Orléans, Toulouse, c'est très francophone. Vannes, Lille, Oh, Bruxelles. bien. Ah, ben, il y a des gens pas loin de chez toi. Grenoble, Nancy, Nemours, Ah ben je vois, Île-de-France, Aix-en-Provence. je vois Encore Anthony. Saint-Étienne. Je Oh, c'est vois trop bien. bien. L'Alsace. C'est cool. Québec. Ah, voilà, ça Ah y ben est, on voilà, tient. excellent. Mais alors il est quelle heure? Ah oui, Natif, Natif Québec. Ah, c'est chouette. il est quelle heure Rabat. là-bas? Ah, gros clin d'œil à tous mes amis marocains. Mohamed, je crois que si c'est le Mohamed auquel je pense, je suis content que tu sois là. Le Mans. Euh, bon, super. Bah, écoutez, on est content. Vous êtes un peu de partout. On a des amis marocains, québécois, les IT, belle école achat à Casablanca. On est parti. Allez, on va essayer d'oublier le chat, sinon Ouais, sinon, on va passer notre temps à lire ce que tout le monde voit. C'est pas très le concept du webinaire. Donc, on est content de vous retrouver en effet avec Quentin. Euh, on va se présenter très rapidement, mais l'idée de cet échange, c'est aussi, voilà, on s'est découvert tous les deux il y a un petit moment, on se suit sur LinkedIn, on échange tous les deux sur pas mal de sujets, on partage, on aime bien échanger, et on s'est dit, bah, tiens, plutôt qu'on soit que deux, si on ouvrait l'écran, on pourrait partager, échanger avec d'autres, et c'est un peu le thème. Alors Quentin, avant qu'on démarre et qu'on dise un peu à nos amis là, ce qu'on leur a préparé, est-ce que tu peux te présenter rapidement, du coup, succinctement, comme on dit. on va essayer de faire vite. Bah, du coup, je m'appelle Quentin Mirablon. Donc, je suis acheteur. J'ai créé ma société il y a un petit peu plus d'un an et j'accompagne les entreprises bah, à acheter un petit peu mieux, plutôt les petites entreprises parce que je suppose que les grandes n'ont pas besoin de moi. J'ai également sorti un livre il y a un petit peu plus d'un mois qui s'appelle Manager avec l'intuition. Je suis aussi le créateur de la page que vous connaissez tous, Buyer's Life, où on rigole bah, plusieurs fois par jour bah, sur la fonction achat et sur tout l'écosystème. Voilà, je ne peux pas faire plus court. Super, super. Je vais laisser Fabrice nous parler de sa belle expérience. Non, mais c'est bien. Alors moi, je vais être très court aussi. Moi, je m'appelle Fabrice Menlo. J'ai un petit passé dans le monde des achats depuis quelques années et j'ai une activité essentielle qui est le développement d'une entreprise qui s'appelle Crop Co, dont le métier est d'aider les clients à transformer leur organisation achat. Dans cette entreprise, on a créé il y a maintenant un peu plus de 3 ans une plateforme digitale sur le pilotage achat dont on est super content parce que on prend beaucoup de plaisir et avec nos clients à développer cette plateforme qui remplit, on va dire, une partie de leurs besoins. Donc, cette plateforme s'appelle Ocaveo. Voilà. Et depuis quelques mois, je m'amuse un peu tout seul sur un blog qui s'appelle Apprendre les achats. Donc, du coup, voilà,
ça fait pas mal d'activités sur le métier. Alors, Quentin, on a décidé d'échanger. On voulait faire ça un peu de manière très décontractée. Puis du coup, quand on a vu les inscrits, on a pris un peu peur. On s'est dit, là, il va falloir qu'on soit un peu plus structuré que ce qu'on avait prévu au départ. Et donc, du coup, on a prévu d'avoir un échange tous les deux sur un certain nombre de thèmes. Et du coup, c'est moi qui vais te poser la première question. Juste avant, donc vous allez trouver dans le webinaire, bien sûr, un chat que vous avez commencé à utiliser pour vous saluer, vous présenter. Ça, c'est chouette. Mais il y a aussi des questions. Il y a un petit onglet questions. Et là, je vous propose Il y a déjà une première question en plus. Voilà, il y a des questions qui démarrent. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, vous les posez tout au long du sujet. Et puis, on prendra au fur et à mesure de l'entretien les questions sur lesquelles il y a le plus d'attentes pour essayer de répondre. Et puis, du coup, voilà, on essaiera oui, on pourra donner des conseils pour les jeunes et les nouveaux et pour les vieux aussi. Je pense que des fois, il y a des conseils à donner. Alors, allez, on y va. Juste avant de commencer, Ouais. on a préparé, donc on a commencé à structurer un petit peu tout ça quand on a vu les 360 personnes inscrites. On a préparé les questions, mais en revanche, on ne connaît pas les réponses de l'autre. C'est-à-dire qu'on a gardé une petite part de mystère. Donc, les questions qu'on va se poser, elles sont préparées, elles sont peut-être dans le désordre, peu importe. En revanche, on ne connaît pas la réponse de l'autre. Donc, ça sera une surprise pour nous deux. Donc, voilà un peu. Ça va être la surprise pour toi. On salue François Charles qui nous rejoint. C'est cool. Allez, on y va. Quentin, première question. Il faut qu'on parle de cette fonction achat. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle est ta perception ou c'est quoi la fonction achat pour toi? Comment tu la définirais? Alors ça, c'est une très très bonne question pour commencer, surtout qu'on l'avait préparé, donc ça commence. C'est quelque chose. Il y a de nombreuses définitions qu'on va pouvoir rencontrer, qu'on soit à l'école, en entreprise ou de la part des fournisseurs. Pour moi, la fonction achat, c'est nous en tant qu'acheteurs, on est des bâtisseurs de ponts. Alors c'est une métaphore que j'aime beaucoup utiliser. Pourquoi? Parce que en tant qu'acheteur, on est un peu le représentant de notre entreprise chez les fournisseurs. Et en fait, cette histoire de pont, ça va permettre de relier notre entreprise à nos fournisseurs. Et pourquoi bâtisseur de pont? Parce que plus les relations vont être sérieuses entre notre entreprise et nos fournisseurs, plus le pont devra être bien construit, bien large, de façon à favoriser les échanges. Aujourd'hui, par exemple, dans une entreprise qui est très peu mature en termes d'achat, les entreprises sont reliées par, j'ai même envie de dire, une toute petite route super étroite parce que les relations sont assez mauvaises, etc. Et ce qui va faire la différence entre une entreprise qui a su mettre en avant le pouvoir des acheteurs et une qui l'a fait un petit peu moins, ça va être cette histoire de largeur de route, donc de collaboration avec les fournisseurs. Pour moi, alors il y a énormément de définitions. Des fois, on dit l'acheteur, c'est un emmerdeur. Effectivement, mais c'est qu'on a bien fait notre travail. J'avais envie de le placer. Ah ouais, alors du coup, alors je disais à Quentin, on va être d'accord sur plein de sujets, mais là pour le coup, alors moi pas trop sur cette histoire d'emmerdeur. Moi j'adore ça, vas-y. Ah non, mais tu me l'avais pas dit ça encore, c'est pour ça que je bondis dessus. Moi j'aime pas ça, j'aime pas quand on me dit, mais c'est super l'acheteur, vous savez, je suis un peu le poil à gratter, je suis un peu l'empêcheur de tourner en rond. Moi ça fait 25 ans qu'on me dit l'acheteur c'est l'empêcheur de tourner en rond. Mais je dis merde, le mec, il a envie de tourner en rond, quoi. Donc fais-le tourner en rond. Par contre, maîtrise la manière dont il va tourner en rond. Et je trouve que c'est dommage qu'on positionne les achats comme étant des empêcheurs, des poils à gratter. Voilà. Moi, je crois qu'au contraire, l'acheteur, il doit être un facilitateur. Après, il va organiser tout ça pour qu'il aille dans les directions dans lesquelles il veut aller. Mais moi, j'ai toujours plutôt positionné les achats comme étant celui qui va permettre de. Voilà. Et c'est vrai que ça me fait toujours mal quand je discute avec des personnes dans des entreprises qui me disent, moi, les achats, moins j'y vais, mieux c'est, parce que voilà. Je dis merde, on a loupé un truc, quoi. Au contraire, on devrait venir vers les achats. Donc je pense que voilà, c'est pour ça que j'ai toujours aux acheteurs, mais ne vous mettez pas dans des sujets compliqués. C'est pas à vous de définir la politique de voyage de l'entreprise. Voilà, vous devez donner des éléments, mais laissez le DRH, le DG se positionner. On s'en fout. Nous, on doit dire que de voyager dans telles conditions, ça coûte plus ou moins cher. C'est plus ou moins dans les pratiques de ce qu'on a vu chez nos concurrents. Mais voilà. Et moi, je dis, l'acheteur, il est là pour faciliter. Les achats, ça doit être sexy. Voilà. Et ce qui crée le problème à beaucoup d'acheteurs, c'est que souvent, ils n'ont pas rendu le métier sexy. On a beaucoup, on a beaucoup le terme qui revient dans le chat, c'est facilitateur.
Donc, il y a Isabelle, il y a Naminata. En fait, effectivement, on a un facilitateur. Non, là où je voulais revenir, c'était, j'avais une de mes profs quand j'étais à la fac. Elle avait dit, son prénom c'était Maude, je ne vais pas donner son nom de famille, mais elle s'appelait Maude. Elle nous avait dit, ben, un jour, j'ai un client interne qui est venu se plaindre dans le bureau de mon chef en disant, ouais, mais Maude, elle n'arrête pas, j'en ai marre, je ne peux pas travailler avec elle parce que elle est jamais d'accord, etc. Et elle nous avait, le chef lui a dit à cette personne, ben, si vous venez vers moi en me disant ça, c'est qu'elle a bien fait son travail. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, alors, je pense qu'il faut installer dans la relation. Je vois des choses intéressantes là, hein. Vincent, je suis commercial en achat, convaincre, grosse partie du travail, on est Hmm. là-dedans, hein. Et si on fait ce métier, il faut pas se la raconter, c'est qu'on aime aussi. On aime le débat, on Oui, aime bien sûr. l'échange, on aime la conviction, on aime, voilà. Par contre, moi, je pense qu'il faut tenir des positions et il faut défendre des positions. Mais je trouve que le point de démarrage de la relation, de l'installer sur une zone de crispation, ben, elle n'est pas simple. Surtout que tu le sais comme moi, ben, les achats, on n'est pas au centre du jeu, quoi, hein. Donc souvent, il faut aller installer aussi une relation et c'est compliqué de l'installer sous la contrainte. D'autant plus que entre un client interne qui veut se passer des achats et un acheteur, c'est toujours le client interne qui gagne. Toujours, toujours, toujours. Donc du coup, voilà, moi je pense qu'en effet, il faut tenir des positions, il faut les expliquer. On a le droit de pas être d'accord, mais je crois qu'il faut surtout installer l'envie d'avoir avec l'autre une relation, parce que sinon, ça nous rend les choses plus compliquées. Non, non, oui, effectivement, on doit avoir un rôle de facilitateur. Notre rôle aussi, c'est de défendre. J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps en disant que notre rôle, c'était aussi de défendre les fournisseurs. Alors, c'est quelque chose en interne, c'est quelque chose qui a fait un peu débat, et bah, c'est l'occasion d'en parler justement. C'est que on doit être un peu les avocats de nos fournisseurs en interne. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la faute du fournisseur. Le problème, c'est que bah, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et notre rôle, bah, c'est d'expliquer tout ça. Et bah, il y en a plein qui ont dit oui, mais en fait, les fournisseurs, bien souvent, ils font des bêtises et il faut les punir, etc. Oui, mais en fait, on dit, mais les absents ont toujours tort. Et le problème de ce genre de discussion, eh ben, c'est que le fournisseur, il n'est jamais présent. Notre rôle, en plus de ces histoires de ponts, de ces histoires de facilitateurs, ben, c'est aussi de faire un peu intégrer le fournisseur à l'entreprise. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, moi je pense que, enfin, ce qu'il y a de sûr, et d'ailleurs, regardez ce qu'on est en train de vivre ces temps-ci, on voit bien cette difficulté c'est-à-dire que souvent l'acheteur, il a aussi ce rôle un peu d'ambassadeur du fournisseur, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, il passe beaucoup de temps Mm. pour aller aider à l'identifier, à le sourcer, à dialoguer avec lui, à faire la compétition et à le sélectionner. Et puis, du moment où la sélection est faite, ben, du coup, il a tout un travail pour venir l'installer dans la relation en interne, quelquefois de l'aider aussi un petit peu à s'installer, hein. Moi, je le vois actuellement, d'ailleurs, j'en profite là pour vous tous là, qui êtes aux achats. Est-ce que vous avez pris des nouvelles de vos fournisseurs ces derniers temps? Est-ce que vous leur avez, et surtout ceux qui sont importants pour vous, les petits, les fragiles? Vous savez, on entend beaucoup de choses sur ce qui est en train de se passer. Typiquement, moi, je vous encourage tous à ce soir prendre la liste de vos 10 principaux fournisseurs, ou en tous les cas ceux qui ont le plus besoin de vous, prendre de leurs nouvelles, déjà tout simplement, et puis ensuite de voir comment ça se passe concrètement. Parce que on va avoir cette difficulté que certains ont anticipé et d'autres pas. Et oui, bien évidemment que le fournisseur et l'acheteur, ils sont embarqués dans une même dynamique. Hein, et ça, c'est important. C'est important de défendre aussi les intérêts des entreprises pour lesquelles on travaille. Mm. On a prévu de parler un peu des achats et des appros. Est-ce que tu es au clair là-dessus, là, des achats et des appros, toi qui es très jeune, Quentin? Est-ce que tu connais la différence entre les achats et les appros? Alors, la question, c'est pas de voir, oui, est-ce que moi je connais la différence? La vraie question, c'est de voir, est-ce que les entreprises et les managers connaissent la différence entre les deux? Bah, nous, effectivement, on est formé aux achats, on arrive à faire la différence. Donc, en deux mots, la différence, c'est bah, tout ce qui va être solution long terme, bah, ça va être les achats, et tout ce qui va être action sur le court terme, ça va être les appros. Pour faire simple, parce que c'est pas vraiment le but Ouais. de faire un cours là-dessus. Mais la vraie question, c'est de voir, est-ce que les entreprises ont vraiment compris ce que c'est la différence fondamentale entre les deux? Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises l'ont pas réellement compris. D'ailleurs, mon exemple tout bête, dans mon ancienne boîte, avant de créer ma société, je me suis rendu compte que j'étais plus approvisionneur qu'acheteur. Et j'avais les deux casquettes. J'avais la casquette d'acheteur et la casquette d'approvisionneur. Il n'y a aucun souci à faire les deux en même temps, surtout dans une petite structure. Je ne pense pas que ça soit un problème capital. En revanche, là où ça pose un véritable problème,
c'est que quand on a ce genre de mission sur le court terme et le long terme, eh ben, on est obligé de s'occuper dans un premier temps des missions à court terme. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de s'occuper des approvisionnements en premier pour pouvoir faire vivre l'entreprise. Et tout ce qui va être mission sur la relation fournisseur, sur le sourcing, ce genre de choses, on va être obligé de les mettre un petit peu de côté. Et c'est là où, pour moi, la limite de l'acheteur approvisionneur, la limite, elle est là. C'est le fait qu'on ne puisse pas vraiment s'occuper des achats quand on est acheteur approvisionneur. Et je pense que ça, c'est un avis qu'on partage. Alors, ouais, c'est un avis qu'on partage. Moi, je suis encore un peu plus marqué que toi. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça n'existe pas, cette notion d'acheteur approvisionneur. C'est-à-dire que moi, tout l'exemple que j'ai des personnes qui font des achats, ou en tous les cas qui déclarent faire des achats et des appros, en vérité, ils font des appros. C'est ça. Ils ne font pas d'achat. C'est-à-dire que, et ça, c'est une difficulté majeure sur clairement, moi, c'est un principe que j'essaie de faire partager, c'est qu'il faut séparer les activités d'achat des activités d'appro. Alors, je sais que c'est des débats permanents, mais déjà, quand tu dis on est au clair, je suis pas sûr que, y compris côté achat, on soit toujours au clair parce que quand on se retrouve dans des petites organisations, bien évidemment, c'est bien simple d'avoir ces consultants qui vous disent qu'il faut séparer les activités, mais moi, je suis dans une petite structure. Donc, je fais des achats et des appros, mais en vérité, oui, mais tu fais pas beaucoup d'achats. Parce que l'appro est tellement opérationnel qu'il prendra toujours le dessus sur les achats. Donc, je pense qu'il y a un enjeu majeur quand vous êtes dans vos activités, y compris dans des petites organisations, à bien réfléchir quelles sont les activités d'achat, quelles sont les activités d'appro. Et vraiment, je vous encourage à passer de l'énergie, à essayer de transférer les activités d'appro. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ça dans le sens… et ça demande de la volonté, et c'est possible, mais si vous ne le faites pas, vous serez scotché. Alors, les appros, je ne dis pas que c'est un sous-métier d'achat, je n'ai pas dit ça. C'est un métier bigrement important. D'ailleurs, je peux vous dire que certains patrons d'appros, ils ont des niveaux de rémunération et d'enjeux. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Après tout ce qu'on est en train de chercher, on fait beaucoup d'appros actuellement. Et c'est ça qui fait fonctionner le peu de fonctionnement. Donc, je dis juste, voilà, attention à ça. On ne peut pas faire des achats et des appros. Voilà. Alors après, que les achats et les appros, ça soit dans un même service, on peut en parler, bien évidemment. Mais je crois que les activités, il faut vraiment penser du temps à les séparer. Oui, je suis d'accord avec ça. En fait, moi, je pense que dans certaines entreprises, dans les petites structures avec lesquelles je travaille, c'est vraiment très, très compliqué de séparer. Je veux dire, bien souvent, parce que déjà, quand on travaille dans des entreprises où il y a 10 personnes, c'est dur d'avoir à la fois un acheteur et un approvisionneur. L'idée, en fait, c'est de pouvoir concilier les deux. Si on n'a pas le choix, si on est obligé d'avoir une seule personne qui fait les deux, il faut organiser son temps en disant, bon, voilà, j'ai n'importe quoi, 2 heures par jour, je m'occupe des appros, et le reste du temps, je m'occupe des achats, ou peu importe comment on le fait. Mais il faut que ça soit clair. Ouais, c'est compliqué ce que tu dis, parce que et je vois plein de remarques, et Isabelle, elle a raison, la difficulté, c'est la ressource, bien évidemment. On bute vite là-dessus, je suis d'accord. Et il est clair que c'est beaucoup plus simple quand on est dans des organisations un peu plus grandes, mais je peux vous dire, pour avoir travaillé dans des organisations un peu plus grandes et pas très matures, que quand vous touchez à ce sujet avec les acheteurs qui sont autour de la table, c'est pas simple. Parce que on a beau expliquer tout l'intérêt à séparer les deux activités, mais pour un certain nombre de personnes, elles aiment bien faire les deux activités. Aussi, ouais. Et d'ailleurs, elles l'expriment. Elles aiment, tu sais, elles aiment cette polyvalence. Elles disent, moi, j'aime bien passer du coq à l'âne, j'aime bien arriver le matin et pas savoir ce que je vais faire. Voilà. Mais nous, on est là aussi pour organiser de la performance. Oui, exact. Moi, j'aime bien le sport. Je dis souvent, oui, mais quand tu es arrière droit, quoi. Tu n'es pas avant-centre. Non, alors après, de temps en temps, tu peux marquer des buts, mais voilà, et les achats, les appros, c'est pareil. Quand tu es aux appros, tu es aux appros. Ouais. Et voilà. Donc, c'est un sujet, mais en tous les cas, soyez en conscience de ça. Je pense que tu as raison, et y compris dans les petites structures, malgré tout, ça se travaille. Parce qu'il y a plein de gens qui sont mieux placés pour faire des appros dans les petites structures que la personne qui est en charge des achats. Ouais, non, je pense qu'on se rejoint quand même à ce niveau-là, même si la façon de l'expliquer est un peu différente, je pense qu'on se rejoint. On est d'accord sur le fond, tu veux dire? On est d'accord sur le fond, c'est ça? On est d'accord sur le fond, après le reste. Le reste, on va se débrouiller. Et du coup, on peut passer sur une prochaine question, et celle-là, je pense que c'est une de mes préférées. Quelles sont pour toi les 2 compétences qui vont faire la différence entre un bon acheteur et un mauvais acheteur? Alors, bien sûr, interdit de ressortir des histoires des inconnus ou ce genre de choses, parce que ça, c'est de ton époque. Mais, t'es salaud,
Allez, les compétences. Oui, c'est un sujet essentiel, les compétences. Bon, on va pas être trop dans le bateau. On sait tous, quand on regarde l'histoire des formations et des compétences achats, on est passé d'un monde très tourné vers les compétences techniques, hein, et donc du coup les compétences techniques du métier, les capacités à négocier son cahier des charges, le sourcing, etc. Et puis on a fait cette bascule il y a quelques années maintenant sur ce qu'on appelle les soft skills. C'est vraiment ces compétences comportementales. Voilà. Et là, ben, il n'y a pas débat. Je crois qu'on est tous au clair là-dessus. C'est sur le comportement que ça se joue. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup d'expériences très, très intéressantes avec des personnes qui n'ont pas eu de formation technique aux achats, qui ont par contre d'excellents comportements sur le métier, hein, autour de la créativité, de la curiosité, de la ténacité, etc. Et que du coup, ben après, on va aller les éduquer ou les former au métier achat. Voilà. Ce qui est un peu moins vrai dans l'autre sens pour le coup. Hein, quand on n'est pas dans cette dynamique d'ouverture, d'échange dont on peut parler, etc. Oui, ça se travaille, hein, mais du coup, voilà, il y a des terrains qui sont plus ou moins favorables. Hein, et moi, souvent, quand on travaille, nous, dans tous les cas, dans nos équipes, sur de la réorganisation, c'est ça qu'on vient chercher. Hein, quelles sont les compétences et les comportements dont on va avoir besoin pour réussir la transformation qui n'est ni plus ni moins que de la conduite du changement. Voilà. Donc moi, je serais tenté de dire que, pour répondre à ta question, ben voilà, moi c'est autour du comportement et je trouve qu'en ce moment, j'aime bien rencontrer des personnes qui sont assez agiles dans leur manière de faire. J'ai trop vécu des achats un peu rigoristes où voilà, il y a 17 étapes et si on n'a pas fait la 15, on ne peut pas faire la 16. Bon, ben, l'agilité, c'est aussi de l'agilité de situation. Hein, et aujourd'hui, ceux qui réussissent et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sont agiles. Et puis, je crois, une certaine envie de renverser un peu la table, de changer un peu l'ordre établi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien travailler avec des gens qui sont capables de remettre un peu en cause des fonctionnements un petit peu installés. Et donc, du coup, parce que c'est eux qu'on va retrouver dans les premiers rôles pour conduire le changement. Et ça, c'est pas qu'une histoire d'expérience et d'âge, c'est aussi une histoire vraiment de posture par rapport à ça. Je sais pas si tu le rencontres aussi dans les clients ou les acheteurs avec qui tu discutes. Ouais, beaucoup. En fait, le fait de prendre les devants, le fait d'avoir envie que ça change, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les acheteurs avec qui j'échange, parce qu'on a tous cette volonté. Pourquoi? C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison qu'on est parti dans les achats, dans cette volonté de vouloir faire changer les choses et de pouvoir, alors peut-être pas changer les mentalités de l'entreprise, mais peut-être les accompagner dans une démarche d'amélioration continue. Et bah justement, une des capacités pour moi, c'est l'adaptation. Pour moi, un des savoir-être qui est très important, c'est la capacité de l'acheteur à pouvoir s'adapter à toutes les situations, ou du moins à de nombreuses situations, parce que toutes, c'est un peu compliqué. Le fait de s'adapter, d'être un caméléon, comme on a l'habitude de le dire, eh ben, ça permet de pouvoir rebondir, de pouvoir être agile et surtout d'être actif et proactif. D'ailleurs, il y a une question, peut-être dans les sondages ou peu importe, est-ce que le fait d'être proactif, c'est une soft skills qui est importante dans les achats? C'est un point que j'aimerais vraiment avoir. Est-ce qu'il faut être réactif ou proactif? Voilà une vraie question. Et beaucoup d'acheteurs sont réactifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont répondre. Il y a le fournisseur qui va leur envoyer un mail, tac, ils vont répondre. Le client interne, il va appeler, on va répondre, on va tout de suite répondre à leurs besoins. Mais est-ce que dans les achats, on a besoin de ça? Ouais, on revient un petit peu sur la question d'avant. Hein. Est-ce que quelquefois cette réactivité, elle ne se rapproche pas sur de l'approvisionnement, hein, qui est de l'achat un peu déguisé, parce que des fois on se mélange un peu les crayons. Tiens, ce que je propose, il est 16h10, du coup on a fait un premier tiers là, de notre parcours. On a quand même beaucoup de questions. Alors pardon et désolé parce que je vois le chat passer, je vois tous les messages passer. Ouais, c'est super gentil, mais du coup, on peut pas prendre. Par contre, on va prendre ce que je propose, Quentin. On avait préparé des questions. On les met juste en pause et du coup, on va faire du vrai live. On va aller chercher des questions. Il y en a notamment, et là, je vais la garder un peu. Vous les avez likées, donc on va les prendre. Donc, alors, une question de Naka qui dit: Messieurs, à la fin du webinaire, pourriez-vous nous donner des conseils pour les nouveaux et ou jeunes acheteurs sur la fonction achat
et se démarquer lors d'entrevues, il faut être le meilleur. Ouais, voilà. Pour les entrevues, il faut être le meilleur. Non, Natacha, je ne sais pas trop ce que tu entends parmi ça pour se démarquer. Il faut surtout être pertinent. Hein. C'est une bonne manière de se démarquer aussi dans les achats. Moi, je travaille beaucoup avec des commerciaux qui vous rencontrent beaucoup et qui souvent nous disent que ce qui fait qu'ils ont envie souvent d'aller un peu dans la direction dans laquelle vous les amenez, c'est la croyance qu'ils ont dans ce qu'on vous leur dites. Donc du coup, je crois que se démarquer, c'est aussi être très pertinent. On peut demander des choses ambitieuses, des fois un peu offensives, mais si on sait les expliquer, je crois que voilà, ça peut, voilà, il faut savoir convaincre. Hein, c'est aussi votre boulot. Donc du coup, il faut argumenter. Je sais pas, tu vois les questions, Quentin? Du coup, je vais sur la deuxième, une question de Camille, là aussi, où il y a beaucoup de votes. Auriez-vous de bons livres sur la négociation à conseiller? Ah, ça, c'est chouette. Alors, ben, du coup, comme ça, instantanément, il y en a un qui date un peu, là, d'un garçon qui s'appelle Xavier Leclerc, qui est un monsieur, qui est un grand monsieur des achats, qui est basé d'ailleurs en Belgique, je crois, ou enfin pas très loin de chez toi. Et Xavier Leclerc, il a écrit un bouquin qui s'appelle Acheteur-vendeur, une relation érotique. Je vous encourage à le lire au-delà de l'aspect un peu étonnant du titre. C'est un beau bouquin sur la relation. Et puis, il n'y a pas longtemps, on m'a conseillé, mais ce qu'on fera, du coup, comme on a vos adresses mail, on postera un petit, sur LinkedIn ou quelque part, une liste des bouquins. On m'en a conseillé un sur un garçon dont j'ai oublié le nom et pardon, qui fait de la formation sur la négociation un peu offensive. C'est quelqu'un qui a conseillé, je crois, les équipes de négociateurs du GIGN, qui intervient beaucoup auprès de il a fait CNA ces derniers temps. Tu vois qui c'est? Je n'ai pas son nom en tête, mais j'ai vu une conférence TEDx passer et j'ai retenu parce qu'il a dit qu'en négociation, il n'y avait pas de place à l'intuition. Et c'est pour ça que je l'ai retenu. Bon, après, il y a un bon bouquin qui s'appelle Intuition et Management d'un jeune homme avec Hugues Poissonnier que je vous conseille. Non, par contre, je vois une question. Allez, Tiffany. Ouais, vas-y. Bonjour messieurs, pouvez-vous aborder la question des achats hors production? Cette fonction est-elle aussi stratégique que la fonction achat-production? C'est une super question. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'il y a… Allez, vas-y. Alors, moi, mon avis, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes acheteurs qui me posent cette question, parce que vous êtes nombreux à me poser cette question. Et en fait, moi, ce que j'adore dans les achats hors production, c'est qu'il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une ambition quand on est jeune acheteur, et je suis passé par là, moi, je veux être acheteur production, c'est-à-dire que je veux négocier la matière première, je veux vraiment tout mettre en place dans les achats directs. Le problème, c'est que le travail est déjà fait. Je parle de la grosse partie du travail. Moi, ce qui me passionne dans les achats, c'est le fait que bien souvent, on arrive dans l'entreprise et c'est un petit peu le bazar, les fournisseurs ne sont pas répertoriés, ça va un peu dans tous les sens, et que dans la partie production, tout ça, c'est déjà réglé. Dans la partie hors production, bien souvent, comme ça ne rapporte pas énormément du point de vue de l'entreprise, on a un petit peu laissé ça de côté. Et il y a vraiment énormément de travail à faire dessus. Alors, moi, j'encourage les jeunes acheteurs qui ont peur de se lancer dans leur production en disant c'est pas stratégique. Oui, c'est pas stratégique parce que l'entreprise pense que ce n'est pas stratégique. Et du moment où vous vous lancez dedans, vous allez voir, vous allez complètement changer la vision. Je vois à ta tête que tu n'es pas d'accord avec moi. Si. Non, tu as raison. En tous les cas, bon, moi, j'ai été patron d'achat hors prod dans des grands groupes pharmaceutiques et j'ai pris énormément de plaisir parce que là où tu as raison, je partage, c'est que c'est souvent un terrain un peu vierge. Et du coup, on s'éclate beaucoup. Pour le coup, là, c'est assez varié. Et puis, moi, je l'ai connu dans les années où, en effet, les fournisseurs n'avaient pas toujours la bonne connaissance des acheteurs. Hein. Donc, moi, j'ai commencé à négocier tous les contrats avec les travailleurs, sociétés de travail temporaire, de flotte de véhicules dans les années 90. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a pas une société de location de LLD qui connaît pas le métier achat, mais à l'époque, il discutait avec les DRH, avec les directeurs commerciaux, etc. Ce qui me gêne plus dans la question de Stéphane, mais je la comprends, c'est que, mais c'est bien parce qu'on est entre acheteurs, donc c'est normal. Cette fonction est elle aussi stratégique que la fonction achat. Bon, je pense qu'il a voulu parler d'achat de production. D'ailleurs, il a écrit achat de production. Moi, ce qui me gêne, c'est le mot stratégique. En fin de compte, c'est que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les achats, c'est une fonction stratégique? Et c'est pas uniquement pour faire le débat entre nous, c'est que je continue à m'interroger. Et ça fait un paquet d'années que je m'interroge sur le sujet. Non, mais parce que tu le sais comme moi, Quentin, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire aux achats. On est stratégique. Ouais, on est stratégique, mais on n'est pas au codir. Ouais, mais on est quand même stratégique. Ben non, mon grand, t'es pas stratégique. T'es important.
je pense qu'il faut juste… Voilà. Voilà, je reprends juste Yann, l'art de négocier, Dominique Rondeau. Effectivement, pour revenir là, je l'ai vu passer. Oui, effectivement, moi j'ai eu Dominique Rondeau en tant que professeur. Honnêtement, son ouvrage, il faut vraiment le lire. En termes de négo, en termes de négo Pas achat, lui français, mais oui, il y a Dominique aussi, qui est d'ailleurs dans la région de oui, Lyon. pour en revenir à cette histoire de stratégie, il y a une différence entre ce qu'on voudrait et ce qui se passe réellement. En réalité, ce qu'on voudrait vraiment, oui, effectivement, c'est qu'on considère que la fonction achat soit stratégique. Ça, c'est ce qu'on voudrait, qu'on soit acheteur ou que ça se passe dans les entreprises. En revanche, ce qui se passe réellement sur le terrain, bah, c'est que bien souvent, la fonction achat, on la met de côté. Mais oui, mais tu vois, regarde, c'est là où je pense que le problème, il vient. Alors, moi, je dis souvent aux acheteurs, le problème, il vient en partie de toi. D'ailleurs, quand il y a un problème, c'est pas toujours l'autre ou c'est pas toujours soi. Le problème, c'est que nous, les acheteurs, on a décrété que la fonction était stratégique. Moi, je peux te dire qu'ils rencontrent des dirigeants, bah, c'est pas le mot qu'ils utilisent pour parler des achats. Ils parlent, c'est une fonction importante, c'est une fonction. C'est Richard Calvi qui dit souvent la fonction achat, c'est une fonction lourde. Oui, tu sais, on communique souvent en disant les achats, ça pèse 70%, donc c'est stratégique. Non, c'est pas parce que ça pèse 70% que c'est stratégique. Ça pèse 70% du chiffre, donc c'est lourd. C'est beaucoup de dépenses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut maigrir. C'est pour ça qu'il y a eu la vague du cost killing. C'est parce que c'était lourd. C'est pas parce que c'était stratégique. Donc je pense qu'il y a une différence. Et pourquoi on parle de stratégie aux achats? Parce que le point de départ, c'est que on a à plein d'endroits un manque de reconnaissance qui fait que du coup, pour couvrir cette reconnaissance, comme tu le dis, on voudrait que ça soit stratégique. Mais moi, je dis, jouons avec une fonction achat importante. Voilà. Hein. Et aujourd'hui, on est parti maintenant sur la création de valeur. On en remet une couche sur une couche. Voilà. Les acheteurs, ils me parlent de création de valeur, là où aujourd'hui, ils sont incapables de dire à leur DG combien on dépense. Tu vois, et on est en train de parler de fonction stratégique. Donc, je pense il faut qu'on se réaligne sur les mots. C'est important, il faut s'en occuper, et on le voit d'ailleurs ces temps-ci, mais je ne suis pas aussi convaincu que ça, que ce soit une fonction si stratégique. Et alors, en tous les cas, si elle l'était, pourquoi elle n'est pas autour de la table? Voilà. Moi, je pense qu'il faut voir le problème autrement. Aujourd'hui, quels sont les autres services de l'entreprise qui ne sont pas autour de la table, comme tu dis? Quels sont aujourd'hui les autres services qui ne le sont pas? En réalité, il y a tous les autres services qui le sont. Et pourquoi, en réalité, on peut considérer que toutes les autres fonctions de l'entreprise, elles sont stratégiques. Oui, il y a ces histoires, on peut dire que c'est une fonction transversale, etc. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche qu'on peut être les deux à la fois. Et c'est surtout que, par exemple… En tous les cas, écoute, ok, on peut être les deux, on peut tout ce que tu veux, les achats, c'est une fonction support. Je dis juste que, en tous les cas, et alors après, bien sûr que si on est dans l'industrie automobile ou dans l'industrie la grande distribution, on sait aussi l'impact des achats. Il y en a des dirigeants achats, il y en a eu des très grands, et notamment des Français, qui étaient autour de la table. Mais si on raisonne de manière très large, de manière très très large, ben aujourd'hui, les achats, ils sont pas dans le premier cercle stratégique d'un dirigeant d'entreprise. Voilà. Et des exemples, on en a long comme le bras. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. C'est pour ça que je dis aux acheteurs, t'es pas au que dire, ça ne veut pas dire que tu vas rien faire. Mais par contre, il faut juste que tu aies cette conscience-là pour pas que tu traînes cette frustration de manière permanente. Voilà. Ça, c'est un point qui est important. Moi, j'aime bien revenir là-dessus. C'est important. Moi, je bataille pour les mettre le plus haut dans l'organisation. Mais voilà, c'est pas, on n'a pas réussi cette étape-là. Moins en tous les cas que d'autres fonctions. On a encore une fonction à l'âge adolescent, c'est-à-dire qu'elle se cherche encore. Ah, c'est sympa. Tu vois que je suis pas si vieux que ça. Hein, oui, on pourra revenir dessus après si tu veux, mais non, en fait, on a une fonction qui est encore très très jeune. C'est vrai qu'on dit la fonction achat, oui, 50 ans en arrière, c'était déjà une fonction à pro, mais c'était de l'achat. Oui, mais elle est encore très jeune dans le sens où elle évolue, c'est-à-dire quelque chose qui était vrai il y a 30 ans dans les achats ne l'est plus aujourd'hui. Et en réalité, c'est pour ça qu'on peut dire que la fonction achat est encore jeune. Donc, si on n'est pas encore aussi reconnu, c'est parce que notre fonction, elle bouge trop. Peut-être, c'est un avis. Ça, c'est juste un avis personnel. Peut-être que notre fonction, elle bouge trop en ce moment. Et on peut revenir, quand tu as cité tout à l'heure cette histoire de création de valeur, je l'ai noté. Tu as parlé de création de valeur. Tu as plus ou moins dit que c'était une notion qui n'avait pas vraiment de sens. C'était bien ça? Ah non. Non, j'ai dit que quand je discute avec les acheteurs, et j'en suis, hein, donc du coup, et puis en plus, moi, je fais tout pour les amener le plus haut et je suis super content. Et en plus, on a plein de belles histoires. Je dis juste qu'on a beaucoup parlé des achats à fonction stratégique pour essayer de légitimer plein de choses. Et quand je dis aux acheteurs, une fois que tu as dit ça,
c'est quoi l'histoire que tu racontes à ton DG? Voilà, comment tu vas faire pour que ton DG, tu sois désirable pour lui. Voilà, c'est ça le truc. Les ventes, c'est plus facile parce qu'il voit tout de suite où on va. La R&D, c'est les nouveaux produits. La finance, il n'y a pas de souci. Mais les achats, comment tu te rends absolument indispensable dans sa tête? Voilà. Donc, du coup, on a parlé de fonction stratégique en martelant ça. Bon, je trouve que ça n'a pas eu beaucoup de temps d'effet. Maintenant, on est parti sur la création de valeur. Et ça, je trouve que c'est intéressant, mais il faut lui donner du corps à cette création de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, typiquement, on est en train de toucher du doigt la gestion des risques. C'est en train de remonter tout en haut de la pile. L'innovation. Enfin, voilà, je veux dire, il ne faut pas s'en arrêter sur on va créer de la valeur. Il faut pouvoir aller. Moi, je pense que, en tous les cas, tous les exemples que j'ai très pertinents de patrons d'achat qui ont réussi à installer une fonction achat performante, c'est qu'ils ont réussi à rentrer dans la tête du dirigeant. Voilà. Et que du coup, le dirigeant, il sait parler des fournisseurs, il rencontre des fournisseurs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois beaucoup de patrons de dirigeants d'entreprise qui sont foutus de me citer les noms des 3 premiers fournisseurs de leur boîte. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, quand on demande à un dirigeant, enfin, alors moi, je parle plutôt des petites entreprises, et quand on parle à un dirigeant d'une petite entreprise, on lui dit, est-ce que tu peux me citer tes 5 plus gros clients? Et en fait, il va les citer comme ça d'un seul coup, et en plus, il va même être capable de donner le chiffre d'affaires pour chaque. Alors que quand on demande à ce même patron quels sont ses 5 principaux fournisseurs en termes de chiffre d'affaires, ben en fait, il va en citer un ou deux, mais et encore, ça va être un coup de chance. Et je pense que effectivement, ce que tu as dit, c'est très vrai, et je suis vraiment d'accord avec toi. C'est pas à l'entreprise de se synchroniser aux achats, c'est aux achats de se synchroniser avec l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de stratégie, et c'est là où je rejoins quand même une partie de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ça, c'est se dire, ok, on n'est pas stratégique, ok, mais c'est à nous de faire en sorte que ça le devienne. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec le terme stratégique. Oui, En fait, il veut juste pour pas l'agiter comme une bannière. Moi, je pense qu'on peut. Regardez aujourd'hui, c'est un bel exemple quand même. Tous ceux qui font que la société elle tient debout, c'est des boulangers qui font du pain, c'est des éboueurs qui nous enlèvent des ordures, c'est des infirmières qui. Et je me dis voilà, et ces gens-là, ils n'ont pas été considérés comme stratégiques à un moment donné. Aujourd'hui, ils le sont quoi. Et donc du coup, ça veut dire que je dis aux acheteurs, tu peux être important, tu peux jouer un rôle fort, tu peux être un bon contributeur, mais du coup, il faut pas que ça se décrète. Il faut que tu puisses le démontrer. Voilà. Et donc, du coup, balaye déjà devant ta porte. Voilà. Si tu n'es pas capable de faire ta cartographie de dépenses, si tu n'es pas capable de dire à un dirigeant, voilà ce qu'on dépense au marketing, etc., qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas pas y arriver. Donc, commence par nettoyer tout ça, commence par poser les fondations de la maison, et puis après, essaye de réfléchir, qu'est-ce qui va faire que l'autre, il va me trouver intéressant. Voilà, moi je dis souvent aux acheteurs, c'est pas dans une procédure que les mecs ils vont t'appeler. Il faut que si tu es pas là, tu leur manques. Voilà. Ouais, c'est ce que j'explique quand j'interviens, c'est en disant, il faut que l'acheteur, s'il n'est pas là en réunion, on dise, on reporte la réunion. Exactement, c'est ça l'enjeu majeur. Et c'est pas le fait de le mettre dans une procédure. Moi, je supporte plus qu'on me dise, on nous a court-circuité. Ben oui, ben voilà. Ça veut dire que tu n'amènes rien si on te court-circuite. Moi, je peux dire que les mecs importants, s'ils sont pas là, on fait pas la réunion, quoi. C'est pas une histoire qu'on va surtout la faire parce qu'ils sont pas là. Donc c'est ça que quand je dis les achats fonction stratégique ou pas, je dis juste fonction très importante. Oui, et c'est encore plus vrai dans certains secteurs, c'est clair. Mais par contre, je dis voilà, il faut pas lancer ça comme un dogme, il faut lui donner du sens. On reprend des questions, Quentin. Je vois qu'il est 16h25. Alors on a traité les 2-3 premières. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a? Jardin, un acheteur peut-il tout acheter? Doit-on se spécialiser ou rester un acheteur transverse? Allez, Quentin, à toi de répondre. Un acheteur peut-il tout acheter? En théorie, oui. En théorie, on reparle de cette histoire de pouvoir s'adapter. Après, il faut un temps d'adaptation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter. Alors, moi, j'ai acheté, alors j'ai plutôt été centré sur l'industrie, mais par exemple, j'ai pu acheter du packaging, comme acheter des bouteilles de gaz, par exemple. Et effectivement, on n'achète pas des bouteilles de gaz comme on achète des produits en carton. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a des problèmes derrière, il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes de santé, de sécurité. On n'achète pas effectivement tout de la même manière. Mais en revanche, avec certaines bonnes pratiques, on peut tout acheter. C'est du bon sens. Il y a énormément de bon sens. Il y a la curiosité qui est un point, je l'ai beaucoup vu passer dans le chat tout à l'heure. La curiosité, ça fait partie de notre travail. Et pourquoi? Justement, le fait de se dire, bon, je veux acheter des bouteilles de gaz. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne en compte?
qu'est-ce qui est important? Est-ce que le coût, est-ce que vraiment je dois me focaliser sur les coûts ou est-ce que vraiment je dois faire attention à cette histoire de sécurité? Bah tiens, il faut que j'aille voir le responsable qualité. Peut-être qu'il va pouvoir me donner un coup de main. En réalité, oui, on peut tout acheter, mais il faut faire vraiment attention. Moi, clairement, oui. En tous les cas, moi, je suis vraiment un exemple. J'ai vraiment, quand je dis tout acheter, beaucoup, hein, l'indirect partout, de la matière première active dans la pharmacie, de l'informatique à très haut niveau. Donc oui, on peut tout acheter. Ça dépend de ce qu'on appelle acheter pour le coup, et ça dépend de notre conception de l'achat. C'est-à-dire que moi, ma conception de l'achat, c'est que j'ai jamais travaillé sur un dossier tout seul en vérité, et que Ouais. je me suis toujours appuyé sur les forces que peuvent être mes prescripteurs, mes utilisateurs en interne. Et du coup, les expertises techniques, elles sont chez eux, elles sont chez les fournisseurs, elles sont chez des consultants. Voilà, et à partir de là, on peut tout acheter parce que je dis l'acheteur, il est propriétaire du processus achat et qu'on achète. Voilà, c'est pas à lui de définir le besoin, c'est pas à lui. Voilà. Par contre, c'est à lui de le challenger. Voilà, et moi, oui, ben, j'ai challengé des chercheurs, j'ai challengé des informaticiens, j'ai challengé mon directeur financier quand il voulait négocier avec telle ou telle banque, mais j'ai challengé sur le besoin. Par contre, l'expertise technique, elle n'est pas chez moi. Alors après, ben, la curiosité, comme tu le dis, ça nous permet de nous intéresser à ce qu'on achète. Voilà, hein, mais une fois encore, on inverse par les rôles. Voilà, on est des experts du processus achat. Et à ce titre-là, oui, on est capable de tout acheter. Voilà, hein, et puis après, ben, il y a aussi nos sensibilités. Il y a des gens qui sont très à l'aise sur l'indirect, sur la prestation intellectuelle, sur le digital en ce moment. Du coup, voilà, il y a des sensibilités, mais on ne se transforme pas. Et d'ailleurs, le danger de se transformer, c'est qu'on devienne expert à la place de l'expert. Et là, pour le coup, ben, Voilà. on est généralement un peu moins performant. Allez, Je on va vois, prendre des je vois questions. un point dans le chat, je suis retourné sur le chat, je vois Anthony qui dit Fabrice, c'est le rôle de l'acheteur de collecter les besoins. Tout à l'heure, Fabrice, il a effectivement évoqué que ce n'était pas à l'acheteur de créer le besoin. Effectivement, mais c'est à lui de le collecter. Il y a une différence entre les deux. Effectivement, on parle souvent du besoin, mais l'acheteur, il n'est pas là pour révolutionner. Il est là pour capter. L'acheteur est là pour capter ce besoin, le transformer, tac, tac, et l'envoyer au fournisseur et discuter avec. Mais c'est pas à lui de le créer. Peut-être qu'il va avoir, s'il a des fournisseurs qui sont performants, ils vont lui dire, bon, ben, peut-être sur ce point-là, tu devrais utiliser un autre matériel ou autre. Et là, après, l'acheteur, il va transporter l'information, donc ce besoin transformé en interne. Mais c'est pas à lui de le créer, effectivement. Ouais. Mais c'est bien de le préciser, parce que là, les mots sont importants. Il y a un point qu'il faut à tout prix qu'on cite. Hein. Je ne sais pas ce qu'on pourra en dire parce que le temps, il passe à. Vous savez que ça passerait vite, mais passe plus vite que prévu encore. Céline qui nous dit les achats responsables et durables, l'avenir, ben oui, clairement. Enfin là, moi, il n'y a pas débat. C'est autour de ces sujets-là qu'on va devoir travailler. Certains avaient commencé, mais là, il y a un phénomène d'accélération extraordinaire qu'on va vivre. Donc oui, ce triptyque entre l'environnement, l'engagement social et puis cette performance économique, il va falloir qu'on puisse mieux l'équilibrer. C'est un sujet qui est très large, hein, parce que vous savez, on entend beaucoup actuellement qu'il faut remettre les usines de production au bout de la rue, hein, là où il y a 15 ans, on nous a demandé de les mettre en Chine et en Inde. Donc du coup, voilà, c'est comme dans toute chose, je pense qu'il y a une zone un peu d'équilibre. Mais oui, je crois que là aussi, on parlait, je vois des questions sur comment remettre l'acheteur au centre du jeu, etc. Là, vous avez un terrain de jeu, quoi. Vraiment, vous avez un boulevard sur ce terrain-là. C'est de se dire, ben, demain, monsieur le DG, voilà comment moi, je vais vous aider à mieux regarder cette dimension-là. Et je pense que là, il ne faudra pas perdre trop de temps pour travailler sur ces thématiques-là. Mais de manière concrète, là aussi, hein, on n'est pas voilà, sinon, ben, on est sur des choses qu'on a déjà connues qui ne sont pas terribles avec, voilà. Mais concrètement, on peut raconter des histoires sur le terrain. Le point de départ, c'est que vous connaissiez de quoi on parle en termes de besoins, en termes de fournisseurs, en termes de marché fournisseur. Voilà. C'est toujours pareil, je dis à l'acheteur, mais ne discute pas avec ton client pour lui raconter parle-lui du futur, raconte-lui la belle histoire, dis-lui ce qui est en train de se passer avec les autres. Voilà, c'est là que tu vas le faire changer. Création de valeur, on en a un petit peu parlé, du coup, les compétences. Tu voulais à tout prix qu'on parle des techniques de négociation. Bah Alors, ouais, je me dis, vas-y, raconte-nous ta technique de négociation, Quentin. indispensable, non, mais je pense que c'est sympa aussi d'en parler parce que ça fait partie du métier d'acheteur, la négociation, on en parle beaucoup et c'est vraiment dommage bah, de faire un webinaire sur les achats et pas de parler de négo en fait. Et effectivement, la négo, alors juste à titre comme ça, on négocie beaucoup, mais on négocie beaucoup en interne et non pas seulement avec les fournisseurs.
J'aurais pensé que c'était amusant de partager une ou deux techniques de négociation qu'on adore utiliser. Allez, vas-y. Alors moi, la première, c'est une que enfin, j'ai inventé, je pense pas, je l'ai inventé, mais que j'ai inventé le nom, il s'appelle La curiosité est un vilain défaut. Comment ça fonctionne Ce qui s'est passé pendant mon premier stage, et je vois que Anthony est là, et il a connu mon premier tuteur, qui s'appelait Eric, et il m'avait lancé sur une négo en disant, bah voilà, tu te débrouilles, tu es ici pour faire de la négo, ah bah alors vas-y, lance-toi. J'avais tout préparé ma négo sur une feuille, etc. Et il y a un moment, je me suis absenté pour aller chercher une information. Manque de peau, j'ai laissé mes notes sur le bureau. Sûrement une erreur de jeunesse, Quentin. Et voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'il a fait, le fournisseur? Et il a, pendant que je n'étais pas là, il a regardé mes notes tranquillement. Donc, il a vu mes objectifs. Euh, il a vu où je voulais aller, quels étaient mes chiffres actuels, quels étaient. Mais il y avait même, je crois même qu'il y avait, je me rappelle plus, mais je crois même qu'il y avait des offres des autres concurrents. Donc là, je me suis fait, mais voilà, ça a été la pire négo de toute ma vie. Ouais, ouais. Et voilà. Et la technique, elle consiste, j'ai appris cette leçon, et la technique, elle consiste à, alors c'est un peu vicieux, donc ne me blâmez pas, dans les commentaires, mais c'est de créer une fausse feuille de notes. C'est-à-dire que si le fournisseur il a Bravo, envie d'aller bravo, bravo, monsieur ouais, Quentin Mirablon. Quentin Mirablon de Buyers Lab. si le fournisseur il a envie de fouiller dans mes notes pendant que je suis pas là, et ben il va pas être déçu. Donc le but c'est de créer une fausse feuille avec des faux chiffres et puis de voir comment. Donc ça c'est, Ça marche. je suis pas très fier, mais quand je sens que non, on dirait pas la grande distribution, je vois, mais non, c'est pas la grande distribution. C'est pour moi, c'est de dire, bah voilà, si le fournisseur il a envie d'être malhonnête, il sera. Moi, alors bon, j'ai pas de technique particulière, hein. Moi, je sais que j'aime bien souvent aller assez vite à l'essentiel, donc je suis pas. Bon, après, moi, j'ai beaucoup négocié dans des univers qui sont un peu différents. Je vois qu'autour de la table, il y a des gens qui sont dans des secteurs où la négociation, elle peut revêtir des côtés quelquefois un peu durs. Ça n'a pas été trop souvent mon cas, donc du coup, j'ai pas forcément d'anecdote très particulière. La seule chose que je veux dire, c'est que et pour observer un petit peu, que ce soit nos clients chez Cropenco, mais aussi d'autres organisations, c'est qu'en fin de compte, on est amené à négocier beaucoup quand le travail amont n'a pas été bien fait. Et que moi, je vois plutôt une bascule depuis quelques années assez significative quand on regarde un peu la manière dont les acheteurs utilisent leur temps. C'est qu'en fin de compte, les organisations et les équipes achats qui sont assez performantes, mais en vérité, elles négocient assez peu parce qu'elles ont fait le travail très amont sur le besoin fonctionnel, elles ont fait le travail très amont sur la sélection du panel fournisseur, et du coup, elles ont bien réussi la mise sous tension des fournisseurs pendant les phases d'offre. Donc du coup, la phase de négo, elle est souvent assez raccourcie. Pour autant, elle peut avoir lieu. Et souvent, d'ailleurs, je le dis aux acheteurs, on passe beaucoup de temps en négo quand tout ça, ça n'a pas été bien fait. Hein. Quand votre cahier des charges, il est pas d'aplomb, c'est là que tu passes beaucoup de temps en négo parce que tu passes ton temps à le rééquilibrer. Voilà. Donc j'allais dire, c'est plutôt ça. Je pense que là aussi, pour s'aligner sur tu vois, les activités, etc., si vous avez du temps à investir, mettez-le pas trop sur la négo, mais sur la préparation de ce qui va se passer sur votre processus. Et vous allez gagner beaucoup de temps. Ça va être plus performant. Et en plus, ça risque d'être moins douloureux pour le fournisseur. Et je vous dis, vraiment plus performant. Donc, du coup, il y a beaucoup à gagner là-dessus. Oui, je suis d'accord aussi. C'est ce que j'explique à mes étudiants. Je suis en cours, c'est que la négo, c'est pas que j'aime pas négocier. En fait, j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est un jeu. En plus, je suis gamer, donc c'est quelque chose que j'adore faire. Pour moi, je prends ça comme un jeu. Après, effectivement, moi, je dis que quand le travail est bien fait en amont, quand on a bien travaillé sur le besoin, quand on a challengé en interne sur le besoin, même on a challengé les fournisseurs sur le besoin, et bien souvent, le travail est fait. Et que si j'ai atteint mes objectifs, je vais pas perdre du temps parce qu'une négociation, qu'on le veuille ou non, c'est une demi-journée. Sans parler de la préparation, juste l'entrevue. Alors, quand tu passes un coup de fil, il y en a pour 2 minutes. Hein, et tu les obtiens, tes 2%. La technique, enfin, je suis preneur. Si tu as quelque chose, je suis preneur. Non. Allez. Ouais, voilà. Encore une ou deux questions. Alors, on nous pose pas mal de questions, je vois. En tous les cas, j'en ai vu quelques-unes sur qu'est-ce qui va se passer après le Covid. Déjà, on aimerait bien que ce soit après, hein, pour tout vous dire. Pour tout le monde, déjà, j'espère que tous autour de vous, là, vous
vous êtes bien raisonnable comme on nous le demande encore quelques temps. C'est vrai que c'est des sujets, je vois. Alors, je sais qu'il y a aussi certains chercheurs, hein, je pense là à des profs achats qui se sont emparés du sujet et c'est super. Et moi, je les remercie. Il y a aussi des boîtes de conseil qui ont publié des études. Euh, je sais pas en vérité. On en a parlé avec Quentin. On s'est dit bon, on se la met celle-ci comme question, mais en vérité, on sait pas trop ce qui va. Enfin, en tous les cas, c'est toujours pareil. C'est cette fameuse bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Si on a envie que ce qui se passe, ça devienne une opportunité pour nous, ben, ça peut l'être. Voilà. Et si on a envie de trouver plein de choses qui vont pas, ben oui, il y en a plein qui vont pas. Il y en a plein qui vont être plus compliqués. Donc, je crois que pour les achats, c'est un peu pareil. Ça va dépendre un peu de ce que vous allez en faire. Et puis après, bien évidemment, ça dépend dans quelle industrie on va se trouver. Hein. Si on est dans un grand du secteur du luxe ou dans une petite PME industrielle qui est à l'arrêt, ou les choses sont pas les mêmes. Mais je crois que ça peut être une vraie opportunité. En tous les cas, s'il y a bien un moment où la table est par terre, c'est en ce moment. Donc moi, je dis toujours, vous savez bien qu'aux achats, on est des incitateurs de changement. Il est toujours compliqué à mettre en œuvre quand tout va bien. Donc là, pour le coup, ça va pas bien. Donc, si vous avez des choses à engager, mais alors jetez-vous dessus et proposez. Prenez un peu des initiatives, c'est le bon moment. On ne pourra pas vous le reprocher. Hein. C'est plus compliqué quand les choses sont installées. Une fois que j'ai dit ça, après, voilà, je pense qu'il y a une redistribution un petit peu d'un certain nombre d'éléments. C'est clair qu'on va regarder le risque très différemment. Et là aussi, aux achats, c'est une bonne manière de faire remonter au-dessus de la pile des éléments. Après, je crois aussi que la vie va reprendre un peu ses droits à un moment donné et que il y a un équilibre qui va se faire par nous qui sommes tous des consommateurs sur la manière dont on va consommer demain. Hein. Donc du coup, voilà, c'est pas la faute d'Amazon, si c'est la faute des consommateurs qui utilisent une plateforme s'ils veulent l'utiliser parce qu'ils la trouvent bien. Donc faut pas renverser toujours sur l'autre la difficulté. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Quentin, mais c'est compliqué Je à vois, imaginer ce qui va pouvoir se passer. je vois Serge qui dit les achats ont une belle carte à jouer à l'issue du confinement. Je suis Effectivement, en d'accord. fait, Ouais. c'est l'occasion en fait de remettre les choses à plat en fait. C'est l'occasion de repartir de zéro et puis de dire bah voilà par exemple toutes ces histoires de risques, eh ben c'est l'occasion de mettre ça en place si c'est pas déjà fait. C'est l'occasion de remettre à plat les relations fournisseurs. On parlait beaucoup tout à l'heure quand j'ai parlé de ma technique, je voyais beaucoup la transparence dans tout ça. Et ben voilà, on plaisante bien sûr, mais en termes de transparence, c'est le moment aussi de jouer avec le fournisseur et de dire voilà, moi je suis transparent avec toi, tu es transparent avec moi, et il n'y a que comme ça qu'on pourra redémarrer et surtout redémarrer sur des bonnes bases, sur toutes ces histoires de win-win qui pour moi win-win, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est de repartir sur des bonnes bases. Et moi je pense qu'effectivement on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide, mais en tout cas on a un verre en face de nous et c'est à nous de le remplir ensemble. Et moi c'est comme ça que je le vois. Pour moi, Ouais. imprévisible, oui, je vois. Pareil, qui me dit un risque imprévisible. Oui, peut-être, mais c'est l'occasion de dire bah, les risques, ça existe. Et peut-être que celui-ci est imprévisible. Autant, bon, je pense que c'est discutable. Le fait d'être prévisible jusqu'à quand, ça, je préfère pas trop en discuter parce que ça peut durer des heures. Mais effectivement, c'est l'occasion de dire aux entreprises voilà, vous voyez ce genre de risque, et ben, les achats s'en chargent. Alors, il y a plein de choses. Hein. On est content parce que Oui, avec tout ce que vous avez écrit, on va pouvoir faire 3 bouquins. Hein, je suis en train de vous annoncer qu'on va faire des bouquins pour le coup, là, avec tout ce que vous nous écrivez, c'est génial. Bon, je vois l'heure qui tourne. On s'était donné pour objectif de tenir le tempo. Donc, on va se donner, allez, on va se donner encore 5-6 minutes parce que, une fois encore, il faut qu'on puisse respecter notre engagement. Hein. Alors, Quentin, on va juste essayer peut-être de retourner dans les questions pour voir s'il y a une ou deux questions pour terminer. Quelle méthode pour continuer à s'améliorer et augmenter sa productivité après un certain nombre d'années passées dans les achats? Ça, c'est chouette, Clémence. C'est jamais fini. Voilà. Donc, du coup, moi, je crois qu'il faut être en capacité de se reposer des questions. Quelquefois, de laisser un peu nos habitudes. Moi, j'aime bien demander aux gens quelles habitudes ils ont, puis j'aime bien aussi des fois me dire, mais du coup, quelle habitude on pourrait laisser tomber. Et puis, comme c'est toujours compliqué de le faire pour soi-même, de se faire un peu aider avec des collègues, avec des gens qui nous connaissent bien, avec des consultants. Voilà, on vous mettra nos coordonnées dans le bas de la vidéo. Quentin. Non, mais je crois que c'est intéressant de se re-questionner parce que c'est pas évident de le faire soi-même. Moi, je le vois quand on fait vous savez, quand on fait des diagnostics sur des organisations achats, hein, moi, c'est notre quotidien chez Crop Co. Euh, je le dis d'ailleurs en démarrant très vite aux acheteurs. Vous savez, on n'est pas des magiciens et on va pas vous inventer quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé.
Voilà, simplement, nous, à un moment donné, on va pouvoir dire les choses avec un peu de conviction. En plus, nous, comme on va s'en aller à un moment donné, on peut vraiment partager des messages assez forts pour qu'à un moment donné, vous puissiez, voilà, il faut passer à l'acte. Voilà, on est tous des procrastinateurs, mais d'une manière extraordinaire aux achats. Donc, chaque fois que je dis aux acheteurs, on en est où de la stratégie? Oui, j'ai pensé, mais j'ai pas eu le temps, j'ai machin, j'ai vu. Donc, j'ai à un moment donné identifié ce qui est le juste essentiel, voilà, et sortez-moi tout le reste. Et arrêtez de faire des listes, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des listes. Voilà, vous dites juste qu'aujourd'hui, je peux faire 2 choses. Ben, vous faites pas une liste avec 7 choses. Parce que du coup, non seulement il y en aura pas 7 de fait, mais il y en aura même peut-être pas 2. Quoi, voilà. Ouais, Donc, mettez-vous devant des montagnes que vous allez pouvoir monter. Quoi. Et donc, du coup, ben ça, il n'y a pas de limite. Je crois que c'est un état d'esprit. Hein. Et Clémence, à mon avis, c'est jouable tout le temps. Alors, les KPI, ça y est, c'est parti. On a une bonne question de Xavier. C'est quoi les KPI? Quentin, ta liste de KPI, est-ce que tu l'as, cette fameuse liste de KPI? j'en ai pas, moi, à titre personnel, j'en ai pas vraiment, peut-être en termes de visibilité sur Buyer's Life, mais sinon, dans des KPI, Et la seule chose que je peux vous dire sur cette logique de KPI et d'indicateurs et donc du coup de tableau de bord, la seule chose qui est vraiment importante à vous poser, parce que moi on me le fait régulièrement, c'est quoi les indicateurs, c'est quoi les 10 indicateurs, etc. La seule question à vous poser, c'est quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Voilà. Si vous dites mon objectif c'est de faire des économies, ben vous allez mettre en place un indicateur de performance économique. Si mon objectif c'est de faire de l'innovation, alors on va mesurer les suggestions des fournisseurs pour innover. Voilà. Si mon objectif c'est d'avoir moins de litiges qualité, on va mettre un indicateur sur la qualité. Donc la problématique de l'objectif, c'est une conséquence de l'indicateur, c'est une conséquence de votre objectif. Voilà. Donc posez-vous la question, c'est quoi les objectifs? Et après, vous aurez la réponse sur les indicateurs. Voilà. bah, C'est d'ailleurs, pas sans vouloir faire de compliqué. publicité, ta plateforme est vraiment bien par rapport à ça. Je m'ai fait une petite formation il n'y a pas très longtemps sur ta plateforme. Et en termes Bien vu ça. On n'avait pas dit ça hein, quand on faisait de la publicité Non, croisée. non, 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 mais c'est juste à titre. Là, en plus, c'est vraiment pas pour te faire vraiment de la pub, mais c'est pour expliquer que c'est aussi quelque chose de très visuel. C'est-à-dire que Ouais. les KPI aujourd'hui, alors effectivement, oui, en termes de qualité, il faut éviter de faire que des KPI sur la réduction de coûts, sur des objectifs liés au coût. Effectivement, ça existe, ça existera déjà. Enfin, ça existera encore dans le futur, ça a existé. Moi, je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de se dire, OK, à part la réduction de coûts, qu'est-ce que je veux? Ça peut être, par exemple, réduire le nombre de fournisseurs, par exemple. Et ça, c'est pas Ou les augmenter, Quentin. ou les augmenter, peu importe. Peu importe. L'important, c'est Surtout en ce moment. Tu vois, on aimerait bien avoir beaucoup de fournisseurs de masques en ce moment. en avoir plusieurs ou en avoir 2 ou 3 On peut pas redémarrer. Juste, tiens, je prends une ou deux questions très rapides à la volée. Isabelle qui nous dit des acheteurs du public. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé cette problématique. Bon, déjà, pour être tout à fait transparent avec vous, et moi, j'interviens beaucoup dans l'univers public, mais pour moi, public-privé, c'est la même chose, en vérité, sur le métier achat. Après, vous êtes dans des contextes, des environnements, des cultures qui sont différentes, mais le métier, c'est la même chose. Il y en a un sur lequel il est un peu plus processé parce que vous avez voilà, un code de la commande publique qui vous permet d'avoir des choses un peu normées, mais le métier, c'est la même chose. Il y a des besoins, il y a des marchés fournisseurs, il y a de la compétition, il y a de la performance. Donc, il n'y a pas de grosse différence à avoir aujourd'hui sur ces sujets-là. Oui, en plus, on nous oblige à avoir des différences sur les deux fonctions. Et en fait, quand on nous présente, que ce soit à l'université ou dans les échanges qu'on a entre acheteurs, on fait très souvent la différence entre acheteur public et acheteur privé. Et en réalité, Ouais. c'est les deux mêmes fonctions, je te rejoins. Oui, bien sûr. La seule chose qui va limiter peut-être un peu plus les deux fonctions, c'est sur le fait qu'il y a certaines obligations en termes de publicité, en termes d'appel d'offres, ce genre de choses. Mais au final, les deux fonctions, elles sont les mêmes. C'est juste la technique de mise en place qui est différente. Mais en réalité, ce sont la même fonction. Oui, aujourd'hui, en plus, on a aujourd'hui la possibilité dans le public de faire absolument tout, que ce soit le sourcing, l'évaluation, la négociation, enfin, tout est possible. Des questions, il y a beaucoup de questions sur les compétences et les expériences. Est-ce qu'il faut être spécialisé sur un secteur, pas un secteur? Bah, après, ça dépend de soi. Il y a des gens qui aiment mieux des secteurs. La petite difficulté qu'on a, en tous les cas, au moins en France, c'est que même si vous ne voulez pas vous spécialiser, on va vous spécialiser. Donc, si vous avez fait 10 ans d'achat chez Danone, bah, du coup, voilà, vous êtes quand même un peu et c'est la même chose si vous venez de chez Valeo ou si vous avez travaillé dans un hôpital.
C'est plutôt ceux qui vous recrutent qui du coup vous mettent dans des, un peu comme on le dit, dans des cases. Et ça, c'est malheureusement un peu dommage. Voilà, donc si jamais vous savez que vous allez être dans une case, bah, du coup, autant vous mettre dans celle que vous aimez bien, quoi. Hein, c'est quand même plus sympa. Ouais, c'est ça. Mais je pense que si jamais, comme je vois qu'on se rapproche de la fin, si jamais il y a un sujet en particulier qui vous intéressait, donc je vois qu'il y a beaucoup, c'est plutôt la partie soft skills et négociation. Je vois souvent ces termes revenir dans le chat. N'hésitez pas après à nous laisser des messages ou des commentaires et je pense qu'on va essayer d'en faire un sur quelque chose d'un peu plus précis. Oui, Essayer de c'est une bonne remarque, Quentin, d'autant plus que je regarde, et merci aussi à vous, hein, on n'aura pas le temps de… Mais du coup, je vois on avait essayé de préparer quelques sondages, donc du coup, vous avez beaucoup répondu à toute cette matière, donc on va essayer de voir toute cette matière pour voir ce qu'on peut en faire, si on peut publier, parce qu'il y a des choses intéressantes sur les qualités d'un acheteur, sur… voilà, les achats, les appros, les actions qu'on traite sur la… On n'a pas parlé du digital, on avait prévu, c'est dommage, c'est un beau sujet, mais je pense que tout ça, ça pourrait faire presque le thème d'un webinaire dédié sur la partie digitale. Je pense aussi, ouais. Bon, voilà, en tous les cas, on a pas mal de choses qu'on pourra partager. Écoute, Quentin, on se rapproche de la fin, comme on l'avait prévu. Du coup, je te laisse la parole, comme tu es beaucoup plus jeune pour conclure. C'est déjà gentil de le remarquer, ça me fait plaisir. Je me suis vraiment beaucoup amusé à échanger avec toi. Et c'est vrai, quand on s'est lancé, on échangeait beaucoup avec Fabrice. Là, je m'adresse au chat, mais on a beaucoup échangé tous les deux. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on n'en ferait pas partager la commune? Enfin, c'est vraiment. Merci Laetitia pour l'âge, c'est dans la tête. Pardon, Quentin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est dans la tête. Mais ça, c'est. Elle a raison. Je me limite quand même dans ce que je vais dire par rapport à l'âge, parce que je sais qu'il y a très peu d'acheteurs juniors dans le chat. Mais non, voilà. Il y en a plein, là. Il y a des jeunes prénoms, hein. Ah, ça veut rien dire, hein. Tu sais, c'est l'âge. Tu as raison. Non, l'idée c'était vraiment de partager avec vous et de se dire, c'est pas un webinaire, c'était pas vraiment un webinaire pour dire on va vous apprendre des choses. C'était vraiment pour dire on échange, on se fait plaisir et de se dire ok, on est tous dans la même galère, on vit la même chose en entreprise, on se pose les mêmes questions et on échange tout simplement. Donc comme vous avez vu dans les échanges, on n'a pas été catégorique dans nos réponses. On a vraiment été large en disant, mais c'est pas la vérité absolue, c'est plus un avis qu'autre chose. Et on a tous des manières différentes d'acheter. Et je pense que c'est ce qui va faire notre force, en fait. Parce que si on achetait tous de la même manière, déjà, on se fait chier, excusez-moi l'expression, mais on s'ennuierait vraiment dans notre travail et dans les formations. Et puis voilà, c'est ce qui donne un peu de fun. Donc ouais, moi, je me suis beaucoup amusé avec Fabrice, dans le sens où on n'achète pas de la même manière, mais pourtant, on a des directions, des visions qui sont vraiment très, très proches. Et voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de bailleurs, je vois Helmut par exemple, avec qui on échange beaucoup, je cite que lui parce que je l'ai vu passer, mais avec qui on échange beaucoup et on a des visions qui sont très complémentaires, et voilà, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié avec Fabrice. Et voilà, maintenant je te relaisse la parole. C'est sympa. Écoute, en tous les cas, un grand merci à toi déjà, parce qu'en effet, on a pu partager un peu comme on l'avait dit, donc c'est chouette qu'on ait fait ça, et une fois encore, je trouve que tu as un super fauteuil. T'es jaloux, hein? Ah, je suis jaloux. Il faut vraiment que je me trouve le même. Bon, en tous les cas, voilà, c'est un vrai gamer. Donc non, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange avec toi. Bon, voilà, on voulait passer ce petit moment. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées. C'était pas l'objet forcément d'être exhaustif. Et puis en fonction un petit peu des messages que vous nous avez laissés, des quelques idées qu'on a, on va pas se priver de poursuivre un peu l'aventure. On vous enverra un petit message aussi pour vous donner nos coordonnées respectives pour ceux qui les ont pas, mais vous avez su nous trouver, donc vous nous connaissez. Et puis écoutez, surtout une fois encore, voilà, prenez soin de vous, soyez conscients qu'on a un terrain de jeu aux achats, donc prenez votre part. Et puis acceptez aussi qu'on ne soit pas d'accord avec vous, hein, mais en tous les cas, prenez votre part. Voilà, c'est ça peut-être le conseil. Et dans quelques jours, il y aura sur mon blog une vidéo d'un Quentin M qui dit ne vous laissez pas faire. Donc du coup, c'est quelque chose que j'aime bien dire aux acheteurs, c'est de ne pas se laisser faire, dans le sens où pas être agressif, mais on a des convictions, on a des idées, on est formé à être acheteur. Alors, il ne faut pas se laisser faire, tout simplement.
Allez, super. Merci à vous encore. Et Faites attention à vous et puis à bientôt. et non, Emmanuel, il n'y aura pas de vidéo ukulélé. Non, 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 non. Ça, je garde ça pour moi. D'accord, ça marche. Et Merci ouais, à tous, c'était vraiment sympa. à très bientôt. On s'est À vraiment bien bientôt. amusé et au plaisir de refaire un petit live avec vous tous. Ciao, Quentin. Allez, ciao Fabrice, à bientôt.